visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne à Addis Abeba ce mardi. Une visite destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins. Les meneurs du Irak, le mouvement de contestation sociale qui a agité le Maroc en 2016-2017, sont fixés sur leur sort. Ils ont été condamnés mardi soir à Casablanca à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Enfin, une enquête de l'ONU sur l'armée malienne est formelle. 12 civils ont été exécutés dans le centre du pays. L'annonce a été faite mardi par la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Nouveau journal sur Sika, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Avant le développement des titres, retenez que le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord ce mercredi sur un cessez-le-feu permanent d'ici 72 heures, soulevant l'espoir que l'accord de paix puisse être trouvé pour mettre un terme à la guerre civile dans leur pays. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie soudanaise, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, avant que les chefs rivaux ne signent le document en présence du président soudanais Omar el-Béchir. Kiir et Machar participent depuis lundi à un nouveau round de discussion à Khartoum dans le but de trouver une issue au conflit qui ravage leur pays depuis 2013. Les deux hommes ont exprimé ces derniers jours leur espoir de parvenir à un accord de paix. Éthiopie et Érythrée ont vanté les mérites de la paix mardi à Addis Abeba lors de la visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne. Une visite destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Les images. Inimaginable il y a encore quelques semaines, l'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen Isaias Afewerki à la suite d'une ouverture du régime éthiopien et de son premier ministre réformateur Ahmed Abiy. Au cours d'un dîner organisé mardi soir au Palais national éthiopien, le premier ministre Abiy, assis entre le ministre érythréen des Affaires étrangères Osman Saleh et le conseiller spécial du président Isaias Yeman Gebreab, a assuré que la paix entre les deux pays apporterait de nombreux bénéfices à la Corne de l'Afrique, notamment commerciaux. Nous avons le même sentiment à Asmara, la capitale érythréenne, a répondu Yeman sous les applaudissements de l'Assemblée. Plus tôt dans la journée, la délégation érythréenne avait été accueillie en fanfare et sur un tapis rouge par Abiy à l'aéroport d'Addis Abeba ainsi que par des personnalités éthiopiennes du monde de la culture et du sport comme le légendaire coureur éthiopien Haile Gebrselassie. Abiy et la délégation érythréenne s'étaient ensuite retirés pour les discussions, a indiqué dans un tweet le chef de cabinet du Premier ministre qui n'a toutefois pas précisé si des avancées avaient été réalisées pour résoudre les nombreux différends entre les deux pays. Le chef de l'État éthiopien, 42 ans, a pris ses fonctions en avril et a depuis amorcé un train de réforme sans précédent depuis plus de 25 ans dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Au nombre de ces bouleversements, l'annonce début juin de son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et les conclusions de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. À Madagascar, le président Eri a appelé à une élection présidentielle qui sera effectuée dans le respect de la loi en vigueur. C'était à l'occasion de la célébration des 58 ans d'indépendance de l'île. Plus de précisions à suivre dans cet élément. Le 58e anniversaire de l'indépendance du Madagascar a été célébré dans le calme. À cette occasion, le chef de l'État, Eri, a fait le bilan de ses 4 années et demie au pouvoir, mettant l'accent sur l'augmentation des exportations, la hausse de la croissance ou encore le recul du taux d'extrême pauvreté. Le contexte politique tendu de ces derniers mois était également au cœur de son discours. J'avais dit, et je le redis aujourd'hui, ça suffit. Nous avons vu tant de politiciens qui pensaient pouvoir acheter le pouvoir à coups d'argent. On ne peut accepter de profiter de la pauvreté et de la détresse du peuple pour les payer, voire les intimider et les lancer dans les rues en espérant faire des martyrs au profit d'ambitions politiques. Si l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana, a répondu présent à l'invitation de l'actuel président au traditionnel défilé militaire, il n'en est pas de même pour l'ancien président de la transition, Andry Rajoelina, qui a décliné l'invitation. Pour rappel, certains députés de l'opposition et manifestants se rassemblent encore quasi quotidiennement sur la place du 13 mai pour demander le départ du chef de l'État.
Toutefois, les cérémonies du 26 juin se sont déroulées sans encombre. Quelques 10 000 combattants du groupe État islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique se trouvent actuellement sur le continent africain. C'est du moins ce qu'a affirmé mardi le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, après une réunion de la coalition internationale anti-djihadiste. Reportage. En termes d'attentats perpétrés, si on exclut l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, le nombre le plus élevé d'attentats terroristes sont commis sur le continent africain. En termes de victimes également, le nombre de victimes des attentats terroristes en Afrique, comme je l'ai dit ce matin, est 22 fois plus grand que le nombre de victimes terroristes dans le continent européen, par exemple. Le ministre marocain des Affaires étrangères a appelé à une synergie entre les pays africains et la coalition internationale dirigée par les États-Unis, dont les directeurs politiques étaient réunis ce mardi à Skirat, près de Rabat. La réunion régionale qui a réuni une cinquantaine de délégations, dont une vingtaine du continent africain, a notamment permis de partager des informations pour lutter en réseau pour protéger les pays, empêcher les combattants terroristes de franchir les frontières, de trouver des financements et de contrer leur idéologie néfaste, a pour sa partie Brett McGurk. La réunion a également été très utile par rapport à la dimension africaine. Dans le cadre de l'évolution de la stratégie de Daesh, l'Afrique est parmi les zones les plus ciblées. L'Afrique présente des points de vulnérabilité qui sont exploités par la nébuleuse terroriste. Cette rencontre qui a réuni un groupe restreint de pays membres de la coalition, des pays africains et des organisations régionales était une première du genre, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain. On reste au Maroc où les meneurs du Irak, le mouvement de contestation sociale qui a agité le pays entre 2016 et 2017, ont été condamnés mardi soir à Casablanca à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Ceci à l'issue d'un procès feuble de, tenez-vous bien, 9 mois. Les précisions. Le leader du mouvement, Nasser Zarsafi, ainsi que 3 autres meneurs ont écopé de la peine la plus lourde pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État, un chef d'accusation passible selon les tests de la peine de mort. Au total, 53 personnes comparaissaient lors de ce procès. La peine la moins lourde se limite à 1 an de prison, couvrant la détention préventive et 5 000 dirhams, soit environ 450 € d'amende, selon le verdict prononcé par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca à l'absence des accusés. Sous le choc, des proches des accusés présents dans la salle d'audience ont poussé des cris de détresse car les peines les plus lourdes ont été prononcées. Ce sont des peines très lourdes. L'État a échoué dans ce test de respect des droits de l'homme et des libertés essentielles, tout comme l'indépendance de la justice, a déclaré l'un des avocats de la défense. Les peines sont très légères par rapport à ce que prévoit la loi et à la façon dont ils se sont comportés devant le juge, a commenté pour sa part l'un des avocats des parties civiles qui représentaient l'État et ses agents. Les avocats qui ont refusé de plaider par solidarité avec la protestation des prévenus contre la partialité de la justice ont l'intention de faire appel après concertation avec leurs clients. Comme ses co-détenus, Nasser Zarsafi a boycotté les derniers jours d'audience et refusé de prendre la parole aux dernières heures du procès. Les manifestations déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à Ordure en octobre 2016 ont fait plus de 600 blessés parmi les forces de l'ordre et engendré 7 millions de dirhams de dégâts matériels, environ 630 000 € selon les parties civiles. Je l'annonçais en titre, une enquête de l'ONU sur la mort de 12 personnes dans le centre du Mali à la suite d'une patrouille pendant laquelle un militaire malien avait été tué, conclut à l'exécution sommaire de 12 civils. L'annonce a été faite mardi par la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Les détails. Ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la neutralisation de terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. La MINUSMA avait annoncé en mai l'envoi d'une mission spéciale de sa division des droits de l'homme pour enquêter sur les incidents survenus le 19 mai dernier à Boul-Kessi, près du Burkina Faso. L'enquête de la MINUSMA a permis de conclure que le 19 mai, des éléments du bataillon malien
de la force conjointe du G5 Sahel ont sommairement et ou arbitrairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessi, affirme la mission de l'ONU dans un communiqué ce mardi. Le rapport a été transmis au gouvernement selon le test, citant le chef de la MINUSMA, Mahmat Saleh Anadif, qui appelle les autorités maliennes à s'assurer que l'enquête judiciaire en cours puisse s'effectuer dans les meilleurs délais. Le représentant de l'ONU exhorte les troupes maliennes et de la force du G5 Sahel, organisation régionale regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, à conduire leurs opérations militaires conformément au droit international et à protéger la population civile. Peu après les faits, à la suite de la mort d'un militaire malien lors d'une patrouille sur un marché de Boulkessi, l'armée malienne avait d'abord parlé de 12 terroristes neutralisés, alors qu'il s'agissait de civils selon des habitants. Elle avait ensuite évoqué dans un communiqué ultérieur, le 7 juin dernier, la neutralisation de 12 personnes ainsi que des zones d'ombre et l'ouverture d'une enquête du procureur militaire. Au Niger, et après une année scolaire tumultueuse, les élèves de la classe de 3e ont entamé lundi dernier les épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle. Le gouvernement a mis en garde candidats et surveillants contre toute tentative de fraude. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mamadou. Ils sont cette année plus de 150 000 candidats sur l'ensemble du territoire à subir les épreuves de fin d'année du brevet d'études du premier cycle BEPC. À Niamey, c'est le gouverneur qui a lancé les épreuves en présence du président de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il a attiré l'attention des candidats sur les fraudes. Le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, et le premier ministre, Birji Rafini, chef du gouvernement, exigent la crédibilité de ces examens pour qu'enfin seuls les méritants gagnent. Nous voudrions des enfants bien formés, des enfants bien organisés, bien stéréotypés. Et par conséquent, il nous faut des examens crédibles. Les candidats sont appelés à compter sur leurs propres efforts. Ils doivent, selon les conseils d'un jury, se concentrer sur les épreuves, car tout ce qui leur sera demandé est du déjà vu en classe. L'endroit des candidats, c'est vraiment de rester calme, d'affronter les épreuves. On ne peut pas les demander ce qu'ils n'ont pas déjà fait. Et tout ce qui est dans tous les cas, le candidat qui sera admis est déjà inscrit. Donc c'est au candidat de choisir le chemin suivi pour atteindre son résultat. Malgré les menaces de certains enseignants, les examens ont pu se tenir. Seule incertitude, le taux de réussite, car l'année scolaire a été fortement perturbée en raison des mouvements aussi bien des scolaires que des enseignants. Hors d'Afrique, pour finir, lors d'une conférence de presse à Rome, le président français Emmanuel Macron a commenté sa rencontre avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Il a également commenté le défi migratoire auquel l'Europe fait face. Nous allons suivre un extrait de ses propos. C'est donc le choix retenu. C'était donc un échange en effet privé. C'est pour ça qu'il n'était pas inscrit à l'agenda, mais il s'est bien tenu. Et nous avons, après notre discussion de dimanche et avant de nous retrouver jeudi, pu échanger sur les différents sujets d'actualité et les conclusions du Conseil à venir, qu'il s'agisse d'ailleurs des sujets migratoires ou de la zone euro. Si nous regardons la réalité des choses, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une crise migratoire. C'est une crise politique de l'Europe sur les migrations. Mais nous avons, dans la durée, un vrai problème de migration qui s'est installé. Mais le pic de cette crise était pour l'Italie il y a un an, au pire moment de Mare Nostrum, ou pour l'Europe en 2015, si nous regardons les chiffres. Le sol libyen. Et donc nous avons aussi décidé de renforcer notre coopération avec la Libye et les gardes-côtes pour éviter que les passeurs ne continuent à les mettre sur ces embarcations de fortune et à leur faire courir tous les risques. Et la capacité à fermer cette route est la réponse la plus efficace à cette situation, mais aussi la plus humaine. Nous sommes prêts à envoyer, nous, les équipes, pour instruire la demande d'asile sur le sol libyen. Et voilà qui met terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur SICA.